point, c'est la gestion des risques. Là, le rôle des banques centrales, donc c'est le déploiement des instruments financiers afin surtout de se prémunir ou bien se couvrir contre les fluctuations des devises, et je reviens toujours à parler des problèmes des matières premières. Ensuite, nous avons la flexibilité opérationnelle, structure organisationnelle souple, donc afin de s'adapter plus rapidement à ces chocs. Le dernier point, c'est l'anticipation et l'innovation. Moi, je considère le dernier point comme étant le plus important. Cela consiste à investir dans la recherche afin de créer des produits innovants. Par rapport à l'analyse des indicateurs clés, les indicateurs macroéconomiques, donc comme vous le savez dans la science économique, nous avons 3 indicateurs clés. Nous avons la croissance du PIB, le taux de chômage et l'inflation. Commençons par le premier indicateur, celui de la croissance du PIB. Comme vous pouvez le voir à travers le tableau suivant, donc sous forme d'une étude comparative de l'année 2000 jusqu'à 2023, on peut remarquer qu'il y a une croissance significative, notamment de la Chine et de l'Inde. Les cycles économiques, les cycles de croissance des récessions des États-Unis et de l'Allemagne donc apparaît clairement ici, notamment lors de la crise de 2008 et surtout lors de la pandémie de Covid-19 et 2020. Là, pour souligner c'est-à-dire le rôle important des pays de BRICS. Le deuxième indicateur clé, c'est le taux de chômage. Le taux de chômage est un indicateur important à évaluer ces tendances. Donc, les États-Unis et l'Allemagne ont montré une forte résistance, ou bien forte résilience pour faire face à ces crises. Tandis que, je prends l'exemple du Brésil, ici dans le tableau, si je prends l'année 2023, enregistre un taux très élevé de taux de chômage estimé à 10%. Par contre, les autres pays donc, ont pu quand même résister à ces chocs. Voilà. L'autre indicateur, c'est le taux de l'inflation. Toujours, les États-Unis et le Brésil ont connu des variations très significatives. Par contre, la Chine et l'Allemagne ont fait preuve d'une stabilité accrue dans leur taux d'inflation. Contrairement à l'Inde et le Brésil, qui présentent des trajectoires plus fluctuantes. Donc, on peut le voir ici, le taux de l'inflation au Brésil, c'est de la dernière année de l'étude, c'est 2023, donc estimé à 4,6%. Donc, maintenant, nous arrivons à étude de cas concernant mesures prises pour la sortie de crise. Là, on a pris l'exemple des pays de l'Union européenne. Donc, à partir de l'année en plein, c'est-à-dire crise économique, rapidement, ils ont pris des mesures à travers les plans de relance économique. Donc, ce plan est appelé Next Generation European Union, donc qui consiste à injecter des milliards d'euros pour assurer la reprise économique. Cela a été adopté en 2020 par les pays du Conseil européen. Pourquoi faire? Tout simplement pour faciliter la reprise et la résilience. Donc là, d'ailleurs, il est considéré par la plupart des pays de l'Union européenne comme étant un instrument essentiel pour aider les économies de chaque pays membre donc, à sortir plus fortes et plus résilientes de la crise de coronavirus. Maintenant, quels sont les points essentiels? Avant d'arriver aux points essentiels, donc juste le montant de ce méga-projet qui est estimé à 750 milliards d'euros, donc qui est destiné uniquement à réparer notamment les dommages occasionnés par cette crise. Et quand on parle des dommages, bien des effets notamment économiques et sociaux. Le slogan, bien l'objectif principal de ce méga-projet, c'est d'avoir une Europe plus verte, plus numérique et surtout plus résiliente. Plus de détails par rapport à ça, donc comme vous pouvez le constater sur le schéma suivant, donc ce projet estimé à plus de 750 milliards d'euros, donc il y a 312,5 milliards sous forme d'aide et 360 comme étant des prêts, donc à rembourser dans le temps. Sachant que 37% de ces dépenses sont allouées rien que pour les objectifs environnementaux, donc on va le voir juste après, et 20% des fonds sont destinés pour la transition numérique. Concernant le premier point,
c'est-à-dire, si je parle de la numérisation, donc l'Europe, ou bien les pays de l'Union européenne, donc ils ont fixé un objectif, donc appelé décennie numérique, qui vise à la transformation numérique de la société et pour l'économie européenne de manière générale, et apporter un soutien pour le bénéfice des citoyens, des économies, des entreprises, etc. Donc nous avons ici les objectifs, et pour mieux encadrer ces aides, donc là la Commission européenne ou bien l'Union européenne, ils ont adopté des textes de loi, notamment en 2023, pour mieux encadrer ces opérations. L'autre point plus important, ça concerne le volet environnemental. Donc là encore, les pays européens donc, se sont engagés en faveur de la protection de l'environnement. Donc là, ils ont fixé un objectif d'atteindre, donc on va le voir juste après, donc avoir une Europe avec zéro carbone d'ici 2050 et 55% d'ici 2030. Sachant qu'actuellement, l'Union produit 9% des émissions de gaz à effet de serre mondial, la Chine 29%, et l'Europe, enfin les États-Unis 14%. Maintenant, quels sont les défis de l'Union européenne? Bien sûr, nous avons les questions liées au climat, le numérique, et aussi il y a la gestion des menaces extérieures. Comme vous savez, actuellement, le contexte tendu, c'est-à-dire la position géostratégique de ces pays donc, qui font face à ces menaces. Maintenant, les plus grands défis de l'Union européenne, bien sûr, nous avons cité la Covid-19. Ensuite, nous avons aussi un autre élément, c'est Brexit. Donc, la sortie de Royaume-Uni, de l'Union européenne, donc depuis 2020, 31 janvier, donc a créé des effets importants en matière de négociations commerciales, de sécurité et de coopération entre ces pays-là et ainsi que le Royaume-Uni. La transition énergétique, on a déjà discuté. Maintenant, il faut trouver des énergies alternatives aux énergies fossiles et pour notamment aux énergies renouvelables et la réduction de la dépendance exactement aux énergies fossiles. Donc là, considéré d'ailleurs comme étant un défi majeur. Question climatique, donc European Green Deal, c'est aussi un méga projet donc qui fait partie de Next Generation European Union, donc qui vise à atteindre la neutralité carbone en 2050, c'est-à-dire avoir 0% des gaz à effet de serre. En même temps, nous avons ici Fit for 55, donc là, c'est atteindre 55% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Mais la reprise économique, donc à travers ce méga projet, certainement permis de relancer l'économie après ces chocs, donc notamment Covid-19. Le lancement des fonds de relance donc, coïncide exactement avec cette période de reprise économique donc, qui est menacée par l'inflation et la crise actuelle de l'approvisionnement des matières premières, donc sont considérés comme étant comme temporaires qui suscitent des craintes en raison de leur impact. Aussi, il y a l'énergie et l'inflation. Donc, les prévisions de l'Union européenne, donc on peut le voir puisqu'on est en 2024, donc il table sur une croissance de plus de 1,7% et plus de 3, c'est-à-dire le taux de l'inflation, plus de 3,1%. Maintenant, quelles sont les actions, les moyens engagés pour la reprise économique? Premièrement, nous avons le renforcement de la résilience économique, par exemple la diversification des chaînes d'approvisionnement pour réduire la dépendance à certains produits, certains marchés extérieurs. Nous avons aussi le renforcement de la coopération internationale à travers la promotion du commerce international durable et équitable, le soutien aux PME et à l'investissement privé pour faciliter l'accès au financement, notamment pour les PME. Nous avons aussi la réorientation de la politique commune vers l'agroécologie. Là encore, c'est un projet très très important pour l'Union européenne en ce qui concerne le volet agriculture. L'investissement dans les solutions mobilité bas carbone, c'est-à-dire pour une mobilité durable. Enfin, les questions environnementales, donc c'est la protection de l'environnement. Là, elle est considérée comme étant une condition sine qua non des futurs accords internationaux de libre-échange. Maintenant, pour la conclusion, pour une meilleure résilience économique,
les crises économiques de ces dernières décennies, c'est-à-dire de 2000 jusqu'à 2023, ont montré une nécessité pour les économies d'être plus solides, plus résilientes et c'est-à-dire adaptables. Maintenant, quelles sont les conséquences à tirer? Il est très très important aujourd'hui de mettre en place des stratégies de diversification, d'innovation, de coopération pour faire face exactement aux incertitudes économiques. Les adaptations constantes, le rôle des acteurs internationaux, c'est-à-dire représentés, comme je l'ai bien souligné, par les multinationales, les organisations internationales, donc doivent constamment s'adapter et élaborer des stratégies exactement pour faire face à un environnement économique instable. L'exemple qu'on a donné à travers l'Union européenne, donc là, ils ont alloué un fonds considérable. Exactement, l'objectif visé, c'est de prémunir contre, enfin, pour assurer le redémarrage économique et prémunir contre les futures crises. Les perspectives d'avenir, bien sûr, c'est de renforcer la coopération internationale et prévoir surtout les crises, les chocs économiques futurs, en mettant l'accent sur 2 points essentiels, la transition écologique et surtout sur l'innovation. Sur ce, je termine et je vous remercie pour votre attention. Merci.